Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on va regarder le jeu Adrénaline. Je vais prendre quelques instants pour remercier la boutique Univers Ludo qui m'a gracieusement offert cette copie d'Adrénaline. Vous pouvez visiter leur site web à www.universludo.ca. Adrénaline est un jeu qui a été édité en 2016 par la compagnie CGE et qui a été traduit en français chez Yellow. C'est un jeu qui nous vient du concepteur Philippe Neuduc. C'est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs et qui a une durée d'environ 30 à 60 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points de victoire. Adrénaline s'est inspiré des jeux vidéo très populaires comme Call of Duty ou Battlefield, donc tous les jeux de tir, de shooter. Donc c'est ce qu'on va faire dans ce jeu, on va être dans une espèce d'arène et on va se promener avec notre personnage, on va essayer de ramasser des armes, des cartes qu'on va jouer aussi pour tirer sur nos adversaires et essayer de marquer le plus de points. Côté mécanique de jeu, c'est un jeu de contrôle de territoire, mais qui est vraiment pas classique. Donc on n'a pas un plateau avec des territoires dessus qu'on va essayer de contrôler. En fait, les territoires sont les personnages. Donc la piste de vie des personnages, on va essayer de les blesser le plus possible pour aller placer nos jetons de couleur sur les pistes de blessure des autres joueurs. Et quand ils vont mourir, on va marquer des points. Si on est plus on est majoritaire, quand un joueur se fait tuer, plus on fait de points. Donc c'est une façon un peu bizarre de mettre une mécanique de contrôle de territoire, donc c'est vraiment intéressant. Et on va aussi avoir un système de points d'action, donc les joueurs à leur tour auront 2 actions à dépenser là, à leur tour de jeu. Donc Adrénaline, je vous montre comment ça se joue, puis ensuite je vous dis ce que j'en pense. Premièrement, on va assembler le plateau. Donc, il est composé de 2 demi-plateaux qui sont recto-verso. Selon le nombre de joueurs, on va choisir le plateau en conséquence. Donc, ici, on a le plateau qui a la grandeur maximum. Donc, on a une partie à 5 joueurs. Si on est 4 joueurs, on va tourner de côté pour enlever cette pièce-là. Ou à 3 joueurs, on va enlever la pièce qui est ici. On va ensuite prendre les cartes d'armes, on va les mélanger et les placer sur le plateau. On va en piocher une et en placer une à tous les endroits correspondants dans les 3 zones de résurrection. Donc la zone rouge, la zone bleue et la zone jaune. On va ensuite mélanger les cartes d'amélioration et les placer sur le plateau ici. On va faire la même chose avec les tuiles de munitions. Donc on va les mélanger, on va former une pioche ici et on va placer une tuile munition sur chaque case du plateau qui n'est pas une zone de résurrection. On les place face visible. Par la suite, on va se faire une réserve avec les points de victoire qu'on va utiliser pendant la partie. Et finalement, on va placer les petits crânes sur la piste en haut du plateau. Donc ça va nous montrer la durée de la partie. À chaque fois qu'un joueur va se faire tuer, on va enlever un crâne de la piste. Et quand on va enlever le dernier crâne de la piste, de coup fatal, donc ça va déclencher le dernier tour de jeu de la partie. Chaque joueur va ensuite recevoir son matériel à sa couleur. Donc on a son plateau de jeu personnel, sa tuile action qu'il va coller ici à gauche, sa figurine qu'il va représenter sur le plateau, ses jetons de points de dégâts à sa couleur qu'il va infliger sur ses adversaires quand il va leur tirer dessus. Il va se faire une réserve de cubes munitions, 3 cubes de chaque couleur, donc il ne pourra jamais avoir plus que sa réserve personnelle. Et il va prendre un cube de chaque couleur qu'il va placer dans son coffre à munitions. Donc il va commencer la partie avec un cube de chaque couleur de munitions. Par la suite, on va déterminer le premier joueur et on va lui remettre le marqueur du premier joueur. Pour débuter la partie, le premier joueur va piocher 2 cartes d'amélioration et tout ce qui va l'intéresser, c'est la partie du pas. Donc on a ici un cube jaune ou un cube bleu. Donc il va défausser une de ces 2 cartes et c'est dans la zone de résurrection qu'il va apparaître. Donc s'il défausse la carte bleue, il va placer sa figurine dans la zone de résurrection bleue pour débuter la partie. Le résumé du tour de jeu se retrouve sur la tuile d'action des joueurs. À leur tour de jeu, les joueurs auront 2 actions comme indiqué ici, à leur tour de jeu. Ils devront choisir parmi les 3 actions qui sont représentées ici par les symboles. Un joueur peut effectuer 2 fois la même action s'il le souhaite et s'il en est capable. La première action, et qui est de courir partout, nous permettra de nous déplacer dans l'arène. La deuxième action de ramasser des trucs permettra de ramasser des cubes de munitions, des cartes d'amélioration ou bien des armes pour nous permettre de nous battre. La troisième action, la cible, est évidemment l'action de tirer sur des gens qui nous permettra d'utiliser nos armes pour ainsi infliger des dégâts à nos adversaires. Finalement, quand un joueur va terminer son tour de jeu, il va faire l'action représentée par la flèche qui est la recharge. Il pourra dépenser des cubes de munitions de son coffre à munitions pour pouvoir recharger des armes qu'il a jouées pendant son tour et ainsi les remettre dans sa main.
Si un joueur choisit l'action de courir partout, il peut se déplacer son personnage de 1 à 3 cases dans l'arène. Donc pour se déplacer d'une couleur à une autre, on doit emprunter les portes. Donc faire attention, c'est pas toutes les pièces qui sont communicantes. 2 pièces de la même couleur sont communicantes parce qu'il y a une espèce d'arche qui est ici entre les deux. Donc on pourrait se déplacer 1, 2 et 3. On ne pourrait pas se déplacer 1, 2, 3 comme ça parce qu'ici il n'y a pas de porte qui communique. Si un joueur décide d'exécuter l'action pour ramasser des trucs, il peut ramasser une tuile munition dans la case où il se trouve, donc il pourrait ramasser des cubes et des cartes d'amélioration, ou il peut se déplacer d'une case et ensuite ramasser la tuile qui est sur l'autre case. Donc ici, il ramasserait 2 cubes munitions de sa réserve qu'il va placer dans son coffre à munitions, 2 cubes rouges, comme indiqué sur la tuile, et quand on a le symbole de la carte, il va piocher une carte d'amélioration qu'il va ajouter à sa main de carte d'amélioration. Un joueur ne peut jamais avoir plus de 3 cartes d'amélioration dans sa main. Si jamais on avait déjà 3 cartes et qu'il y avait un symbole de carte sur une tuile qu'on vient de ramasser, à ce moment-là, on ne piocherait pas la carte, on ne gagnerait que les cubes munitions. Même chose avec les cubes, si on a déjà nos 3 cubes de munitions dans notre coffre à munitions, on ne peut pas en gagner davantage, même si c'est indiqué sur la tuile de munitions qu'on vient de ramasser. En utilisant l'action de ramasser des trucs, on peut aussi ramasser des armes. On doit obligatoirement aller dans une zone de résurrection. Donc le joueur qui est ici pourrait prendre une action de ramasser des trucs pour se déplacer d'une case et ensuite ramasser une des 3 armes qui est disponible dans la zone de résurrection bleue. Lorsqu'il va choisir une arme, il devra payer le coût en cubes de munitions indiqué sur l'arme. Le premier cube est toujours en parenthèse, donc il est déjà chargé dans l'arme, donc on n'a pas à le payer lorsqu'on ramasse une arme. Donc si je veux ramasser par exemple le canon laser, il devra payer un cube jaune et un cube bleu de son coffre à munitions. Et il n'a pas à payer le cube jaune qui est ici, car il est en parenthèse, il est déjà chargé dans le canon laser. Il va ensuite prendre la carte du canon laser et va aller l'ajouter à sa main de carte d'armes. La même restriction s'applique. Un joueur ne peut jamais avoir plus de 3 cartes armes en main. Si jamais il a déjà 3 cartes armes et qu'il veut aller chercher une 4e arme, il devra replacer une de ses cartes armes à l'endroit de celle qu'il va avoir pris. Comme ça, il va garder un maximum de 3 armes en main. La 3e action possible pour les joueurs est de tirer sur des gens. Pour tirer sur des gens, il nous faut évidemment des armes, donc c'est très important d'aller se chercher des armes. Une fois qu'on a les armes, elles sont dans notre main, ça veut dire qu'elles sont chargées. Donc pour jouer une arme, le joueur devra la défausser devant lui pour dire qu'il utilise cette arme-ci. Il va se choisir une cible selon les symboles sur l'arme, donc on va tantôt faire un petit survol sur les différents symboles. Donc ici, avec son canon laser, il pourrait tirer le joueur mauve et lui infliger 3 points de dégâts. Donc il va donc prendre des jetons de sa couleur qu'il va donner au joueur mauve qui va les placer sur sa piste de points de vie. Donc ici, on va représenter les points de victoire que ça va donner lorsque le joueur mauve sera tué. Selon la majorité, le joueur qui aura le plus de gouttes de sang va marquer 8 points, le deuxième joueur 6 points, le troisième joueur 4 points, 2 points, et ainsi de suite. Le joueur qui a infligé le premier point de dégâts, donc le premier sang, aura un bonus de 1 point. Lorsqu'un joueur a terminé son tour de jeu, il peut faire l'action de recharge, telle qu'indiquée par la flèche sur sa tuile d'action. Pour recharger des armes, on doit payer le coût de tous les cubes munitions indiqués sur la carte, même le cube entre parenthèses, quand on l'a déchargé l'arme, on l'a utilisé. Donc le joueur jaune devrait payer 2 cubes jaunes, 1 cube bleu pour recharger son arme. Comme il n'a pas 2 cubes jaunes, 1 cube bleu, il pourrait prendre aussi ses cartes d'amélioration et prendre les cubes qui sont dans le bas de la carte pour les remplacer. Donc il pourrait payer 1 cube jaune, 1 cube bleu qu'il avait dans son coffre à outils, et aussi prendre son deuxième cube jaune à l'aide d'une carte d'amélioration qu'il va tout simplement défausser. Les cartes rechargées sont ensuite reprises en main et le joueur pourra les jouer dans un tour subséquent. Quand les joueurs ont fini de recharger leurs armes, qu'on a compté les points pour les joueurs qui ont reçu un coup fatal, on va ensuite rafraîchir les endroits où on a pris une arme pendant le tour avec une nouvelle carte de la pioche. Même chose pour les tuiles munitions. Donc si on a pris des tuiles munitions, on va en piocher une et la remplacer à la fin de notre tour. Et ensuite, ça va passer au joueur suivant. Il y a 4 cartes d'amélioration différentes dans le jeu. Donc, en plus de pouvoir les utiliser pour les cubes de munitions pour recharger nos armes à la fin de notre tour, on peut utiliser chacune des cartes pour son effet. Donc, on a la carte du Newton qui nous permet de déplacer un joueur jusqu'à 2 cases sur le plateau. On peut utiliser ces cartes-là avant ou après une de nos actions dans notre tour de jeu. On a le téléporteur qui nous permet de nous téléporter sur n'importe quelle case du plateau.
On a la lunette de visée qu'on utilise lorsqu'on utilise une arme. On va tout simplement payer un cube munition de n'importe quelle couleur pour ajouter un point de dégâts à notre cible. Et finalement, on a la grenade traçante qu'on va jouer lorsqu'un joueur nous attaque et on va placer tout simplement une marque sur son plateau. Une fois que les cartes sont jouées, on les défausse. Lorsqu'on utilise les armes, beaucoup d'armes vont avoir ce qu'on appelle une ligne de vue. Donc on peut tirer des adversaires qui sont dans notre ligne de vue. Donc pour le joueur mauve, sa ligne de vue est évidemment droit devant lui. Donc il pourrait tirer n'importe quel joueur se trouvant dans cette ligne de vue ici ou la ligne de vue ici. Pour le joueur jaune, donc il aurait une ligne de vue ici avec des joueurs qui seraient dans la case bleue. Il aurait des lignes de vue ici dans les joueurs qui seraient dans la case grise. Et comme il est adjacent à une porte, donc il est considéré comme s'il était dans la porte comme ça. Donc il pourrait avec son fusil tirer n'importe qui dans une ligne comme ça. Donc il pourrait tirer aussi le joueur mauve parce qu'il se trouve dans la porte. Même chose en haut, il pourrait tirer dans le fond n'importe quelle case de cette ligne de vue comme il est placé dans la porte. Donc le joueur jaune aurait une ligne de vue sur le joueur mauve, mais le joueur mauve n'aurait pas de ligne de vue sur le joueur jaune dans cette disposition. Regardons le symbolisme de quelques armes du jeu. Donc ici on a la masse fulgurante. Donc le joueur peut choisir l'effet du haut de sa carte ou l'effet du bas de sa carte. S'il choisit l'effet du bas, il devra payer le coût supplémentaire en cube de munitions. Donc, il peut faire l'effet de base, c'est-à-dire d'attaquer un joueur dans la même case que lui. Donc ici, c'est le joueur actif. La cible primaire sera toujours le personnage représenté en rouge sur les dessins. Les petites gouttes de sang vont représenter le nombre de points de dégâts qu'on va lui infliger. Donc ici, on donnerait 2 points de dégâts au joueur qui est dans notre case. Si jamais on payait le coût ici, on se souvient qu'on fait seulement un des deux effets. On n'additionne pas les deux. Donc si on paie le coût supplémentaire, on peut faire 3 points de dégâts à un joueur de notre case et on peut le faire reculer de 2 cases. Donc on le pousse de 2 cases, donc c'est optionnel, on n'est pas obligé de le faire. Ici, on a le fusil paralysant. Donc ici, comme il n'y a pas de case de dessinée entre les bonhommes, ça veut dire qu'il faut seulement une ligne de vue sur sa cible. Donc on va avoir 2 points de dégâts qu'on va infliger à notre cible primaire et on va avoir une petite cible qui va lui infliger une marque. On va revenir tantôt sur l'utilité des marques. On a ensuite un effet supplémentaire. Donc, quand on a une case blanche avec un coup en cube de munitions, c'est un effet qu'on va additionner à un effet de base. Donc, si je fais un cube rouge, je peux me choisir une cible secondaire, qui est le bonhomme bleu, et lui infliger aussi une marque. Il faut évidemment aussi qu'il soit dans ma ligne de vue. Ici, on a le fusil infrarouge qui n'a pas besoin de ligne de vue, car on a le symbole avec l'œil et un petit X, et qui va infliger tout simplement 3 points de dégâts à n'importe quel joueur, n'importe où sur le plateau. Donc c'est très puissant comme arme, mais ça coûte quand même très cher à recharger. On a ensuite notre canon laser, donc on doit tirer un joueur qui est dans n'importe quelle des 4 directions, et on peut même passer au travers des murs. Donc, évidemment, on n'est pas obligé d'avoir une ligne de vue, car il passe au travers d'un mur pour infliger 3 points de dégâts. Ou je peux faire la deuxième option de tirer 2 personnes, donc une cible primaire, une cible secondaire, encore une fois en passant au travers des murs. On a le gant cybernétique, donc quand on a une case avec un X, ça veut dire qu'on ne peut pas attaquer quelqu'un dans notre case à nous. Par contre, ici, on a le symbole qui nous donne un mouvement quand on va utiliser cette arme-là. Donc, on va bouger d'une case. Et dans la case où on va arriver, on va faire 1 point de dégâts à l'adversaire et 2 marques. Si jamais on paie un cube bleu, à la place, on peut avancer de 2 cases, faire 2 points de dégâts sur la première cible qui est sur la première case, continuer notre mouvement, faire 2 points de dégâts sur l'autre cible qui va être sur l'autre case. Ici, on a le fusil à pompe. On peut attaquer quelqu'un qui est dans notre case pour lui infliger 3 points de dégâts et le faire reculer d'une case. Ou on peut tirer quelqu'un sur une tuile adjacente à la nôtre, comme les tuiles sont ici une à côté de l'autre, pour infliger 2 points de dégâts. Alors, si notre joueur mauve utilise le gant cybernétique pour l'effet de base, donc il va se déplacer d'une case, va ensuite frapper le joueur jaune en lui infligeant 1 point de dégâts qu'il va placer sur la piste du joueur jaune et il va lui infliger 2 marques indiquées par le symbole de la cible. Donc les marques seront placées dans l'espace ci-dessous. On peut avoir un maximum de 3 marques, tous joueurs confondus, dans notre zone de marquage. Qu'est-ce que ça fait ces zones-là? C'est qu'on a comme marqué notre adversaire, c'est-à-dire qu'on va exploiter une faiblesse la prochaine fois qu'on va l'attaquer. Ça veut dire qu'au tour suivant ou à la prochaine attaque que le joueur mauve va infliger des dégâts au joueur jaune, donc il va placer les dégâts qu'il va lui infliger, et les jetons qui sont dans l'espace de marque vont descendre sur la piste de points de vie du joueur.
Alors, si un joueur avait déjà 2 marques dans sa zone de marquage et qu'un autre joueur voulait lui infliger 2 marques avec une attaque, comme on a un maximum de 3 marques possibles, donc la deuxième serait tout simplement perdue. À force de se faire tirer dessus, les joueurs vont accumuler des points de dégâts sur leur piste de vie. Lorsqu'un joueur va accumuler 3 blessures, il va débloquer une nouvelle action. Donc, en fait, son action de ramasser des trucs, au lieu de se déplacer de 1 case et de ramasser, il va pouvoir se déplacer de 2 cases et ramasser. Donc, il va être sous l'effet de l'adrénaline. Donc, on les appelle les actions d'adrénaline qui vont améliorer le personnage. Donc, plus il va se faire tirer dessus. Par la suite, lorsqu'il aura accumulé un total de 6 blessures, c'est son action de tirer sur des gens qui va s'améliorer. Donc, au lieu de seulement tirer, il peut se déplacer d'une case et tirer. Donc, on a des avantages à être blessé. Évidemment, lorsqu'on n'est pas blessé ou lorsqu'on va mourir et qu'on va revenir et que ces points de dégâts-là seront enlevés, le joueur va revenir avec ses actions de base. Le but du jeu est évidemment de tuer les autres joueurs pour essayer de marquer des points. Donc, on est dans le tour du joueur gris. Il va infliger 1 point de dégâts, 2 points de dégâts au joueur jaune. Donc, ce qui va être assez pour amener au coup fatal, où ce qu'il y a le crâne. S'il fait un autre point de dégâts dans le même tour, on va mettre un point sur la case d'acharnement. S'il en faisait un 4e, comme il n'y a plus de cases disponibles, ce point de dégâts-là sera tout simplement perdu. Il ne sera pas comptabilisé dans le décompte des points. Le joueur gris va terminer son tour comme normalement, donc va faire la recharge de ses armes, et par la suite, on va regarder s'il y a des joueurs qui ont des coups fatals. Si jamais on fait 2 coups fatals dans le même tour, on va avoir un petit point bonus parce que c'est pas facile à faire. On passe alors au décompte des points, donc on va regarder qui a la majorité des points de dégâts. Donc le joueur gris en a 6, le joueur mauve 3 et le joueur bleu 3. Comme le joueur gris est en majorité, il va marquer 8 points de victoire qu'il va prendre dans la réserve et qu'il va ajouter dans sa zone de jeu. Il peut les cacher des autres joueurs s'il le souhaite. Par la suite, le deuxième joueur en majorité, on a une égalité entre le joueur mauve et le joueur bleu. En cas d'égalité, c'est le joueur qui est le plus près du départ, donc ce serait le joueur mauve. Donc le joueur mauve marquerait 6 points. Comme il a fait le premier 100, il va marquer un point bonus. Donc il va faire un total de 7 points de victoire qu'il va placer dans sa zone de jeu. Finalement, notre joueur bleu va faire un total de 4 points de victoire qu'il prend de la réserve et place dans sa zone de jeu. Une fois que les joueurs ont reçu leur point de victoire, le joueur qui a effectué le coup fatal va prendre son jeton de point de dégâts. S'il a fait un jeton d'acharnement, il va le prendre aussi et va aller placer les deux dans la première zone de coup fatal. Va prendre le crâne qu'il va remettre au joueur jaune qui va le placer sur son 8 point de victoire ici sur sa fiche de personnage. Ça veut dire que la prochaine fois que le joueur jaune se fera tuer, il vaudra seulement 6 pour le joueur majorité, ensuite 4, 2, ainsi de suite. Donc plus on se fait tuer souvent dans la partie, moins on va valoir de points, ce qui va éviter que les autres joueurs s'acharnent tout le temps sur le même. Une fois que c'est fait, les points de dégâts vont pouvoir être enlevés et redonnés à leurs propriétaires, qui pourront les réutiliser lorsqu'ils tireront sur d'autres joueurs. Si on a des jetons dans notre zone de marque, ils sont conservés, ils vont rester là. Comme on est mort en acharnement, donc le joueur gris, qu'on se souvient qui a fait les derniers coups avec l'acharnement, le joueur jaune va aller placer un jeton de sa couleur dans la zone de marquage du joueur gris qui vient de le tuer. Donc c'est la marque de la vengeance, on est humilié d'être tué par acharnement, donc on a une marque automatique sur le joueur qui vient de nous tuer. Le joueur jaune qui vient de mourir, qu'on vient de marquer ses points, va ensuite piocher une carte d'amélioration, va regarder avec celle qu'il a aussi en main et va en choisir une des 3 pour réapparaître dans une zone de résurrection correspondante au cube de la couleur choisie. Donc ici, on pourrait choisir de défausser cette carte pour réapparaître dans la zone jaune. Et ensuite, on passerait au tour du joueur suivant. Lorsque le dernier crâne sera enlevé de la piste de coup fatal, donc le joueur va comme d'habitude placer son jeton point de dégâts et ça va marquer le dernier tour de jeu. À ce moment-là, on va commencer ce qu'on appelle la frénésie finale. Lorsqu'on débute la frénésie finale, les joueurs vont retourner leur tuile d'action
qui va devenir la tuile d'action frénétique. Les joueurs qui ont des points de dégâts sur leur plateau vont laisser leur plateau de ce côté-là. Vont pouvoir se faire achever, évidemment. Les joueurs qui n'ont aucun point de dégâts vont retourner leur plateau du côté frénétique. À ce moment-là, les valeurs de points de victoire vont être différentes pour ce côté du plateau. Les joueurs vont avoir le droit à un dernier tour de jeu, chacun, incluant le joueur qui a déclenché la frénésie finale. Si jamais votre tour de jeu est avant le joueur qui a la tuile du premier joueur, vous allez effectuer 2 actions frénétiques. Donc les actions frénétiques sont ici dans la première zone. Donc vous avez l'action de bouger, recharger et attaquer, ou l'action de bouger jusqu'à 4 cases, ou l'action de bouger de 2 cases et de ramasser un truc. Si jamais votre tour de jeu arrive après le joueur qui a été le premier joueur, vous allez seulement avoir une seule action frénétique. Donc entre une des deux qui est ici, donc soit de bouger de 2 cases, recharger et tirer, et de bouger de 3 cases et de ramasser un truc. Si pendant la frénésie finale, on arrive et on fait un coup fatal à un joueur, on va l'effectuer comme d'habitude. On va placer notre jeton point de dégâts dans le haut du plateau sur la piste des coups fatals. Une fois que la frénésie finale est finie, que tout le monde a terminé son dernier tour de jeu, on va marquer tous les plateaux de joueurs qui ont des dégâts sur les pistes de points de vie. Donc ici, on marquerait le plateau jaune, on donnerait la majorité au gris qui marquerait 4 points. Ensuite, le mauve marquerait 2 points et le bonus de premier sang de 1 point, donc un total de 3. Et notre joueur bleu marquerait 1 point. Donc parce qu'on voit que la valeur a diminué du joueur jaune parce qu'il s'est fait tuer 2 fois pendant la partie. On va faire la même chose avec le joueur mauve ici. Donc le plateau, lui, il part du côté frénétique. Donc on voit que les points sont distribués différemment et qu'il n'y a pas de bonus de premier sang. Donc le joueur gris ferait 2 points, le joueur jaune 1 et le joueur bleu 1. En plus de tous leurs points de victoire que les joueurs ont accumulés en marquant des points en tuant les autres joueurs avec les majorités, on va aussi avoir un bonus de points qui va être attribué sur la piste des coups fatals. Donc le joueur qui effectue le plus de coups fatals pendant la partie va avoir 8 points bonus. Donc ici, ce serait le joueur jaune qui a 4 jetons sur la piste. Donc c'est pour ça que ça devient important de faire de l'acharnement pour pouvoir placer 2 jetons d'un seul coup pour avoir ce bonus de points-là. Donc le jaune va avoir 8 points. Par la suite, on a le bleu qui a 3 jetons, qui va marquer 6 points. Ensuite, on a le gris à 2 et le mauve à 2. Donc en bris d'égalité, c'est toujours la même chose. C'est celui qui est le plus au début. Donc le gris va marquer 4 points et le mauve va marquer 2 points. Ils vont ajouter ces points-là à leurs points accumulés pendant la partie. Et celui qui aura le plus de points va l'emporter. Si jamais on a une égalité, ben c'est celui qui est le plus haut ici, donc qui a fait le plus de coups fatals pendant la partie, qui sera le vainqueur. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Adrénaline. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu Adrénaline? Premièrement, je veux vous dire que j'avais un gros préjugé envers ce jeu-là. Comme ça s'inspire des jeux de shooter, là, la Call of Duty, les jeux vidéo de ce style, c'est vraiment des jeux vidéo que j'aime pas jouer. Donc j'avais vraiment un préjugé à dire c'est inspiré des shooters, ce sera pas un jeu qui est le fun. Finalement, j'ai eu la chance de l'essayer avec quelqu'un et j'ai vraiment trippé. J'ai vraiment trouvé ça le fun. Qu'est-ce qui est le fun dans Adrénaline? Ben, je pense que toute la thématique du shooter est vraiment bien transposée. On a le petit arène, c'est vraiment petit, donc c'est pas long avant qu'on tire sur quelqu'un, il n'y a pas de place pour se cacher puis de niaiser, donc l'action est vraiment rapide. Toute la twist aussi avec le contrôle de territoire, que dans le fond, les territoires, c'est nos pistes de points de vie, puis les joueurs essaient d'être en majorité en plaçant les points de dégâts, en nous tirant dessus. C'est vraiment ingénieux, ça marche vraiment bien. Tout ce qu'ils ont pensé aussi, les petits détails, le premier sang qui donne un point bonus, comme dans les jeux vidéo, l'acharnement aussi qui va donner un petit quelque chose de plus, qui nous permet d'aller mettre plus de gouttes de sang en haut sur la piste de coup fatal qui nous donne des points bonus à la fin. On a les petits crânes qu'on place sur notre fiche de personnage qui fait diminuer nos valeurs de points de victoire, ce qui est très bien. Ça fait que les joueurs ne s'acharnent pas tout le temps sur la même personne, parce que plus on le tue, moins il vaut de points, ça devient moins intéressant. Puis de toute façon, même s'il n'y avait pas ça, c'est pas un jeu où mourir est vraiment dramatique. Donc on fait juste marquer des points pour les autres et on fait juste réapparaître ailleurs. Donc, ça brise pas notre jeu, ça brise pas notre stratégie vraiment. Donc on réapparaît puis on continue la partie et voilà. Donc je trouve que c'est un jeu qui est le fun parce qu'on se tire dessus, c'est vraiment de la confrontation directe, mais direct le fun. Donc on n'a pas de désavantage nécessairement à se faire tirer dessus. Donc
je sais pas, on dirait que le feeling de jouer à ça, c'est vraiment agréable. Le matériel est vraiment bien aussi, les figurines, les tuiles, les cartes, les armes aussi représentent toutes les espèces d'armes bizarres qu'on peut retrouver dans les shooters, un lance-flamme, un lance-missile, un shotgun, une grosse massue, un fusil qui passe au travers des murs, des missiles à tête chercheuse. Donc il y a à peu près tous les stéréotypes d'armes là, de jeux vidéo, style science-fiction là, qui sont retrouvés dans le jeu. Et toutes les armes sont uniques, donc il n'y a aucune arme qui revient 2 fois. Donc ça aussi, ça fait que c'est super intéressant. Le jeu est relativement simple à apprendre. Il n'y a pas beaucoup de règlements. Tout fonctionne avec des icônes. Donc, il n'y a vraiment aucun langage. Même si j'ai la version en français, dans le fond, c'est que les règles sont en français. Si vous l'achetez en anglais, vous avez juste le livre de règles qui va changer. Tout le reste du matériel est, dans le fond, marche avec des icônes. Donc, vous n'avez pas besoin d'être bon en anglais pour pouvoir jouer à ce jeu-là si jamais vous avez la version anglaise seulement. Mais la version française est disponible, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On a aussi différents modes de jeu avec un plateau ici. On peut avoir un mode de jeu domination où on va essayer de contrôler les zones de résurrection puis de marquer des points d'une autre façon, en plus de faire des points avec les coups fatals et les blessures qu'on inflige à nos adversaires. On a l'autre côté de ce plateau-là qui est le mode tourelle où on va avoir des tourelles sur le plateau qu'on va essayer de contrôler et d'utiliser pour tirer sur nos adversaires. Donc ça peut rajouter un petit peu de rejouabilité à ce jeu quand on a joué plusieurs parties puis qu'on a le goût d'avoir de quoi d'un petit peu différent. On peut utiliser ces modes de jeu-là. La durée aussi, c'est quand même bien respecté. 1 heure, 1 heure et quart environ. Pour les côtés plus négatifs, c'est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs. C'est... même à 3, c'est pas super bon. Là. Donc il faut vraiment être 4 ou 5 là, pour que ça devienne intéressant. On a une mécanique dans le jeu qui inclut une carte qui, dans le fond, va avoir un joueur, un bot. Donc le bot va être contrôlé par tous les joueurs. Donc tout le monde à son tour de jeu va avoir la carte du bot et va lui faire une action. Donc le bot va se déplacer et va tirer sur une des cibles qui n'était pas évidemment nous dans le tour qu'on le contrôle. Puis il va être un joueur à part entière. Donc il va avoir sa propre couleur de jeton point de dégâts qu'il va aller placer sur les plateaux des autres joueurs. Donc il va comme aider à faire les majorités. Parce que si on est 3, on est seulement 2 à tirer sur les autres joueurs. Donc il y a seulement 2 joueurs qui me tirent dessus. Donc pour la majorité, mais c'est vraiment un contre l'autre. Fait que c'est moins intéressant que si on fait une partie à 4 joueurs ou une partie à 5 joueurs. Donc je pense que c'est vraiment un de ses défauts, là, c'est qu'à 3 joueurs, ça marche pas vraiment bien. Donc je vous conseille d'être 4 ou 5 pour que ce soit vraiment le fun. Un autre point négatif, c'est les icônes. Donc, tout fonctionne avec des icônes. On n'a aucun texte. Donc, il voulait faire un peu le jeu accessible, style multilangue. C'est intéressant, mais ça devient aussi un défaut qu'il y a beaucoup d'icônes, toutes les armes avec les symboles. OK, ça, est-ce que ça me permet de tirer à telle place? Ou est-ce que ça me permet de faire telle affaire, telle chose? Donc, des fois, on a souvent le nez dans les règles pour les premières parties, surtout pour les armes. Donc, les différentes icônes sur les armes ne sont pas toujours évidents à comprendre. Donc, on a une espèce de petit livre de référence là, pour se retrouver là-dedans. Mais sinon, après quelques parties, c'est sûr qu'on va être habitué. Les armes qu'on va obtenues pendant une partie, on va les connaître, etc. Adrénaline, je vais lui donner une merveilleuse note de A. Donc j'ai vraiment aimé l'expérience, j'ai vraiment adoré la twist du contrôle de territoire, le feeling du shooter qui est vraiment le fun, même si je n'aime pas ces jeux vidéo-là. Donc je trouve que dans un jeu de société, ça fonctionne très bien. Donc ils ont vraiment bien réussi. Je vous conseille d'aller essayer ça. Par contre, c'est un jeu qu'il faut être 4 ou 5 joueurs, sinon l'expérience de jeu est beaucoup moins le fun. Donc ramassez-vous du monde, allez jouer à Adrénaline, allez vous amuser en vous tirant dessus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, Instagram, à Professeur Board Game ou sur notre site web passionboardgame.com. Moi, je vous dis bonne journée, à la prochaine et continuez de gamer.